Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Autour de l'enfant, questions aux professionnels. Les rendez-vous d'Archimède. Collection dirigée par Nabil El Agar. Université Lille 1, Sciences et Technologies. Autour de l'enfant, questions aux professionnels. Sous la direction de Jean-François Ray. Youssef Boudjemaï. Geneviève Cresson. Colette Détombe. Dany Robert Dufour. Marie-Anne Hugon. Rosa Mascaro. Georges Nsiba. Jean-Claude Cantel. Jean-François Ray. Bernard Schlemmer. Marie Stellier. Odile Viltard. L'Harmattan. Copyright L'Harmattan 2012. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 96 318 4. EAN 9 782 296 963 184. Remerciements à la Direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. La Direction régionale des affaires culturelles du Nord-Pas-de-Calais, DRAC, Ministère de la Culture et de la Communication. Le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais. La ville de Villeneuve-d'Ascq qui subventionne les activités organisées par l'Espace Culture. L'agent comptable de l'Université Lille 1. L'équipe de l'Espace Culture de l'Université Lille 1, Nabil El Agar, vice-président de l'Université Lille 1, chargé de la culture, de la communication et du patrimoine scientifique Jacques Lécuyer, directeur. Communication édition. Delphine Poirette, chargée de communication. Édith Delbarge, chargée des éditions. Julien Lapasset, infographiste. Audrey Bosquet, assistante aux éditions. Administration. Dominique H., responsable administratif. Johan Vaquet, secrétaire de direction. Angebi Aluwanga, assistant administratif. Brigitte Flamand, accueil secrétariat. Relations jeunesse-étudiants. Mourad Seba, chargé des relations jeunesse-étudiants. Martine Delattre, assistante projets étudiants. Régie technique. Jacques Signabou, régisseur. Café culturel. Joël Mavet. L'ensemble des textes a été rassemblé par Édith Delbarge, chargée des éditions, et Audrey Bosquet, son assistante. Collection. Les rendez-vous d'Archimède. Questions de développement. Nouvelles approches et enjeux. Sous la direction d'André Guichawa, 1996. Le géographe et les frontières. Sous la direction de Jean-Pierre Renard, 1997. Environnement, représentation et concept de la nature. Sous la direction de Jean-Marc Besse et Isabelle Roussel, 1998. La Méditerranée des femmes. Sous la direction de Nabil El Agar, 1998. Altérité, entre visible et invisible. Sous la direction de Jean-François Ray, 1998. Spiritualité du temps présent, fragment d'une analyse. Jalons pour une recherche. Sous la direction de Jean-François Ray, 1999. Emploi et travail, regard croisé. Sous la direction de Jean Gadret, 2000. L'école entre utopie et réalité. Sous la direction de Rudolf Bicouche et Jacques Dufresne, 2000. Le temps et ses représentations. Sous la direction de Bernard Piètre, 2001. Politique et responsabilité. Enjeux partagés. Sous la direction de Nabil El Agar et Jean-François Ray, 2003. Les dons de l'image. Sous la direction d'Alain Cambier, 2003. L'infini dans les sciences. L'art et la philosophie. Sous la direction de Mohamed Bouazaoui, Jean-Paul Delahaye et Georges Vlodartchark, 2003. La ville en débat.
Sous la direction de Nabil El Agar, Didier Paris et Issam Charour, 2003. Art et savoir ? De la connaissance à la connivence. Sous la direction d'Isabelle Custos, 2004. Le vivant. Enjeux, éthique et développement. Sous la direction de Nabil El Agar. Et Maurice Porchet, 2005. Le hasard, une idée, un concept, un outil. Sous la direction de Jean-Paul Delahaye, 2005. Que cachent nos émotions ? Sous la direction de Jean-Marie Brevard, 2007. À propos de la culture. Tome 1 et 2. Sous la direction de Nabil El Agar, 2008. La laïcité, ce précieux concept. Sous la direction de Nabil El Agar, 2008. Visage de la justice. Sous la direction de Jean-François Ray, 2010. Le monde vu à la frontière. Sous la direction de Patrick Piquet, 2011. À propos de la science, autour de la matière. Sous la direction de Nabil El Agar et Rudolf Bicouche, 2011. À propos de la science, science et société. Sous la direction de Nabil El Agar et Rudolf Bicouche, 2011. À paraître prochainement. La guerre ? La crise ? Avant-propos. Par Nabil El Agar. Vice-président de l'Université Lille 1, chargé de la culture, de la communication et du patrimoine scientifique. Ce livre est le 25e de la collection Les Rendez-vous d'Archimède. Je suis particulièrement heureux et ému de voir sortir cet ouvrage. Il met en évidence la complexité des questions et des enjeux qu'engendre une réflexion sur l'enfance. Est-il nécessaire de rappeler que l'institution universitaire est particulièrement concernée par cette question ? L'enfant devenant adulte aura sa place à l'université, laquelle est chargée de lui transmettre les savoirs et connaissances qui lui permettront de comprendre le monde. Ce qui donne à cet ouvrage une intemporalité qui acte sa pertinence. Le lecteur verra cette question traitée en 3 parties. La première est intitulée « Conditions d'enfance ». En deuxième partie, les auteurs traitent de la souffrance et de la séparation. Enfin, les auteurs s'intéressent à des problèmes tels que le décrochage scolaire, les troubles de la conduite et la souffrance à l'école. Grand merci aux auteurs qui ont bien voulu s'associer à cette démarche dans son intégralité, aux membres du comité scientifique grâce auquel ce travail a été rendu possible, et plus particulièrement à Jean-François Ray qui a bien voulu diriger cet ouvrage. Je profite de cet avant-propos pour signaler aux lecteurs qui découvrent cette collection que nous travaillons depuis plus de 18 ans, pour que les rendez-vous d'Archimède restent un espace de réflexion, de pensée, de rigueur et de liberté. La pensée a besoin d'espaces de liberté où échanges et rencontres trouvent vie en dehors de toute logique utilitaire. Les savoirs et les connaissances, fruits d'une construction lente et complexe des rapports que l'on peut avoir au monde, fondent l'ensemble des rencontres proposées lors de ces rendez-vous. Cet espace multiforme se veut un lien indissociable entre la culture et l'éducation. Je rappelle également aux lecteurs qu'ils peuvent découvrir sur notre site la revue culturelle Les Nouvelles d'Archimède, trimestriel gratuit qui traite de questions diverses à travers des approches multidisciplinaires. Vous pourrez y lire des articles relatifs au thème de l'année, et y retrouver régulièrement les rubriques Paradoxes, Mémoire de sciences. Humeur, Repenser la politique, Jeux littéraires, Vivre les sciences, Vivre le droit, à lire l'art et la manière. Alors, si notre démarche et nos publications vous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter et à en parler autour de vous. Le public est notre meilleur média. http://culture.univ-lille1.fr/. Autour de l'enfant, questions aux professionnels. Par Jean-François Ray. Professeur de philosophie honoraire. L'enfance, c'est comme un seau qu'on vous renverse sur la tête. Ce n'est qu'après que l'on découvre ce qu'il y avait dedans. Mais pendant toute une vie, ça vous dégouline dessus, quels que soient les vêtements ou même les costumes que l'on puisse mettre. Les formules plus ou moins lapidaires par lesquelles on évoque sa propre enfance ont peine à dire ce que l'enfance gouverne en chacun de nous. Angoisse de séparation, fantasme de toute puissance, estime ou mésestime de soi, sentiment de reconnaissance ou de dette, profonde nostalgie, mélancolie diffuse, etc. Mais l'objet du présent ouvrage n'est pas l'enfance,
met l'enfant au centre des dispositifs éducatifs, familiaux et politiques qui encadrent sa protection, ses soins, son enseignement. Qu'ils soient philosophes, chercheurs, thérapeutes ou éducateurs, ce sont des professionnels de l'enfance qui s'expriment ici. Dans l'ensemble du cycle de conférences comme dans la journée d'études, L'enfant en souffrance, des rendez-vous d'Archimède consacrés à l'enfant, il ne nous est parvenu sous forme définitive écrite que relativement peu de contributions. On peut faire l'hypothèse que nombre de ces professionnels préfèrent l'échange oral, ou qu'ils sont toujours confrontés à des situations d'éducation ou de soins qui requièrent tout leur temps disponible. Reste que les contributions que l'on va lire donnent une bonne idée de la complexité des conditions de vie et de travail éducatifs, comme de la richesse des recherches anthropologiques, psychologiques, médicales. Les professionnels de la petite enfance, de l'enfance et de l'adolescence sont ou ont été formés par les sciences humaines, les sciences de l'éducation, la clinique, l'observation, l'entretien ou la cure. Mais chacun de nous, éducateurs, enseignants ou tout simplement parents, baigne dans une culture d'enfance où nous avons du mal à départager notre égocentrisme, nos héritages éducatifs et les savoirs acquis à l'école ou à l'université. Il convient dès lors de rappeler quelques repères et jalons théoriques posés depuis un siècle. Ils entrent en résonance avec les témoignages et les hypothèses formulées ici. Qu'est-ce qu'un enfant ? Demande Jean-Claude Cantel, rappelant brièvement l'héritage des réponses du siècle dernier à cette question. Aujourd'hui, selon lui, il n'existe plus de modèle explicatif général de l'enfant. Il part du constat d'une pulvérisation des travaux. Doit-on alors renoncer à une appréhension globale de l'enfant, à une anthropologie dont l'enfant serait un élément ? Aussi n'est-il pas inutile de rappeler quelques acquis. Pour tout le monde, l'enfance est une notion ambiguë, relative, mal définie quant à son commencement, l'embryon, la venue au monde et à son terme, adolescence, puberté, conquête de l'autonomie. On combine généralement critères biologiques et sociaux, ce qui ne fait que renforcer la relativité des conditions d'enfance. Sur le plan biologique, les grandes voix du XXe siècle ont insisté sur la prématuration Lacan, l'impéritie Henri Wallon, le besoin d'aide, Freud, du petit enfant. L'extrême dépendance de celui-ci, sa vulnérabilité, déjà théorisée par Platon puis par Kant, livre l'enfant à un paradoxe. Dépendant de l'adulte pour sa survie, enseigné par lui quant aux dangers de l'environnement, il doit en même temps s'affranchir de cette dépendance pour conquérir son autonomie matérielle, sociale et morale. Sur le plan social, on a longtemps défini l'enfant par la négative. Infan, il n'a littéralement pas voix au chapitre. L'adulte est l'état cible de la croissance, de la maturation comme de l'éducation. Ici même, Jean-Claude Cantel fait remarquer que jusqu'au tournant des années 80, l'adultocentrisme était de règle. On ne sait pas faire autrement que de comparer l'enfant à l'adulte. Il est impératif de rappeler le souci de Hannah Arendt de ne pas retirer l'adulte de la sociabilité de l'enfant, sous peine de laisser celui-ci à la pression, voire à la tyrannie de ses pairs ou des sollicitations du marché. Adulte et enfant ne peuvent être séparés, mais on reste incapable de produire un discours cohérent sur la spécificité de l'enfant. Un regard sur l'histoire ne fait qu'accroître le sentiment de relativité. Les travaux de Philippe Ariès, 1960, ont bien montré la relativité historique de l'enfance. Sous l'Ancien Régime, les générations sont mêlées dans l'habitat et les travaux, l'enfant n'existe tout simplement pas, les portraits d'enfants des peintres primitifs flamands par exemple en gardent la trace. L'enfant est donc ici inessentiel. Il est un rudiment d'adulte, un petit homme, c'est-à-dire un adulte en plus petit, dont l'éducation a souvent un caractère autoritaire. Mais on peut tout aussi bien à partir du XVIIIe siècle percevoir l'enfant comme essentiel, centre de la famille, il est objet de soins et de sollicitude. Le philosophe Alain écrivait en 1924 « J'appelle enfant l'être humain en pleine croissance, avant la formation, avant les passions qui s'y rattachent, avant qu'il puisse s'instruire par directe expérience, donc nourri, gouverné et protégé par la famille. D'essentiel, il arrive qu'on dérive vers une enfance fermée sur elle-même, mentalité enfantine. Mais il n'y a pas de nature d'enfant, il n'y a que des rapports avec les adultes. Les conflits qui traversent cette relation sont formateurs au même titre que l'inscription de l'enfant dans l'héritage culturel. Dans ses cours de psychopédagogie à la Sorbonne dans les années 50, Merleau-Ponty II, refusant énergiquement la notion de mentalité enfantine, proposait 3 pistes de recherche.
La prématuration n'est pas seulement la condition de dépendance à l'aide étrangère, selon l'expression de Freud, elle est aussi le cadre des tentatives pour l'enfant, de déchiffrer les signes émotionnels émis par les adultes et ainsi d'établir avec eux un dialogue. La prématuration est aussi une anticipation des pouvoirs physiques et intellectuels de l'enfant. Le polymorphisme, dérivé de l'épithète freudienne de pervers polymorphe appliqué aux enfants, peut être étendu à toute la sphère de la vie de l'enfant. La plasticité psychique au contact de l'environnement culturel favorise l'éclosion de possibilités très diversifiées. L'identification. Le rapport de chaque enfant avec l'adulte est un rapport singulier d'identification. L'enfant voit dans ses parents, puis dans d'autres figures éducatives sa propre destinée. Il sera comme. La tension entre le modèle et ses propres possibilités actuelles dynamise le développement. Telles sont donc les pistes et les questions explorées et posées autour de la réalité de l'enfance. La spécificité de l'enfance, un demi-siècle après Merleau-Ponty, n'est toujours pas suffisamment assurée. Pourtant, le statut de l'enfant s'est enrichi de textes qui depuis 1989 énoncent que l'enfant est une personne, l'enfant est un sujet, l'enfant a des droits. Les débats autour de la Convention des droits de l'enfant ont montré que sur la question des droits, la même oscillation toujours départageait deux positions. Les uns mettent l'accent sur les droits de protection, contre la guerre, contre la prostitution, contre l'exploitation par le travail. Les autres tirent argument de cette convention pour y lire des droits liberté d'opinion, d'expression, d'association. Quant aux droits politiques, Jean-Claude Cantel fait remarquer qu'à les reconnaître sans plus, on nie toute spécificité à l'enfant, et on fait de lui d'emblée l'équivalent d'un adulte et un citoyen à part entière. À partir des catégories de la théorie de la médiation de Jean Gagnepin, Jean-Claude Cantel a montré que l'enfant ne se distingue pas tant de l'adulte par sa logique. L'exemple éclairant de la 4e proportionnelle montre là-dessus que l'enfant possède le schème de la proportionnalité à un stade où Piaget dénie à l'enfant tout accès aux opérations formelles, que par sa position dans le statut de personne. Dans aucune société, même la nôtre, l'enfant n'est considéré comme un citoyen à part entière. Il participe en fait du social à travers la personne qui l'éduque. Qu'est-ce que la personne dans ce sens précis ? C'est le principe qui permet à tout homme d'émerger au social, d'y participer et d'y contribuer pleinement. Dans le cas de l'enfant, c'est à travers la personne du parent et de l'éducateur qu'il accédera à sa propre personne. Du côté des droits protection, il faut lire attentivement la contribution de Bernard Schlemmer, L'enfant exploité au travail. Très documenté, Bernard Schlemmer montre le balancement entre, d'un côté, l'enfant à protéger de tout travail, hors travail scolaire qui est seul légitime, et de l'autre, des enfants au travail pour subvenir aux besoins de la famille. Relativité de l'enfant, ici, en fonction du développement économique et des solidarités familiales de sociétés très différentes. D'un côté, l'enfant exclu du travail est protégé absolument de toute exploitation. De l'autre, l'enfant travailleur dont la condition le rattache immédiatement aux travailleurs adultes. Les droits de l'enfant ici sont les droits du travailleur lui-même. En appui sur les textes, l'auteur en appelle à un pragmatisme nécessaire pour toujours faire valoir l'intérêt supérieur de l'enfant. Les contributions de Youssef Boudjemaï et de Dany Robert Dufour explorent le champ des transformations contemporaines de la famille, de ses formes empiriques, famille nucléaire, monoparentale, recomposée, comme de son socle symbolique, disposition des places de parents et de fils-filles. Décrivant les formes successives d'entrée dans la vie, Youssef Boudjemaï analyse les mutations complexes du statut de la jeunesse après la disparition des rites de passage traditionnels et l'érosion des figures d'autorité de l'adulte. Il conclut son enquête par le constat que la famille n'apparaît plus comme l'unique instance productrice de repères et de transmission de valeurs. Dany Robert Dufour, de son côté, met l'accent sur l'individualisation, la privatisation et la pluralisation de la famille, des articulations inédites des liens de conjugalité et des liens de filiation, en écho aux recherches d'Irène Théry et de Robert Castel sur la désaffiliation. C'est dans ce contexte qu'il inscrit l'apparition du troisième parent, la télévision. Celle-ci fournit une extension de l'appartenance familiale, au-delà même de son rôle de médium d'information. Non seulement la télé fournit une famille, mais elle constitue ceux qui la regardent comme une grande famille.
Elle devient famille virtuelle de substitution et son rôle dans le processus de subjectivation de l'enfant ou de l'adolescent est loin d'avoir livré tous ses enseignements. Au titre de ce processus de subjectivation se range la question du genre, abordée ci-dessous par Geneviève Cresson. Si l'enfant est sexué dès la naissance, il ne devient un humain genre accent aigu que progressivement. La différence des sexes s'inscrit dans un partage des jeux et des rôles familiaux, scolaires ou sociaux où l'enfant, dont l'éducation est l'affaire de tout un village, apprend des normes de comportement, mais aussi des préjugés et des stéréotypes. Les deuxième et troisième parties de notre ouvrage se font l'écho d'une journée d'études consacrée à « l'enfant en souffrance ». On lira ci-dessous deux exposés complémentaires et qui, malgré des champs disciplinaires et des théories de référence très éloignées, s'éclairent l'un par l'autre. Celui de Colette Détombe, Souffrance et séparation, et celui d'Odile Villetard, Séparation mère-enfant et maturation cérébrale, études chez l'animal. Les deux exposés cliniques mettent en évidence les effets, tant sur le développement cérébral que sur la construction de la personnalité de l'enfant, de la séparation précoce, dans le sillage des travaux de Spitz sur la dépression anaclitique et l'angoisse du 8e mois. Ces histoires cliniques témoignent de l'importance des événements précoces vécus dans la petite enfance. Leurs traces sont présentes dans la structuration de la petite enfance et se manifestent dans divers symptômes à l'adolescence. Colette Détombe. Nous avons regroupé sous le titre de Dispositif, une communication de Marie-Anne Hugon portant sur le décrochage scolaire, et 3 témoignages de pédopsychiatres et d'éducateurs. Pour lutter efficacement contre le décrochage scolaire, il faut compter d'abord sur les ressources de l'école, à condition que les enseignants considèrent que la problématique du décrochage est bien de leur ressort. Il s'agit enfin respectivement, pour Rosa Mascaro, Marie Stellier et Georges Nsiba, de revenir sur leur pratique au sein d'un centre médico-psychopédagogique, d'un partenariat associatif avec l'éducation nationale, ou d'un espace voué à accueillir des adolescents en rupture avec l'école et en panne de projet. Il est illusoire de prétendre en faire une synthèse, tant les exposés insistent sur l'originalité de chaque dispositif. Le travail de Rosa Mascaro se place dans la perspective d'une prévention de l'agressivité infantile. Il témoigne que plus les parents ou éducateurs auront tendance à interpréter comme agressive une action assertive ou ambiguë de l'enfant, plus celui-ci aura tendance à développer l'agressivité. À rebours des recommandations prédictives et sécuritaires des rapports de l'INSERM, Rosa Mascaro redéfinit les missions de l'accueil: recevoir, contenir, transformer les inquiétudes de l'enfant. De son côté, le dispositif connu sous le nom de la boîte à mots joue un rôle essentiel d'autorisation et de prévention auprès d'élèves en difficulté scolaire et sociale. Il met en relation, par le biais de l'écriture, de lettres personnelles, des enfants avec des adultes bénévoles, les répondants. Un enfant s'y sent exister autrement que par son rapport à l'écrit. C'est le dynamisme de l'échange qui se crée qui procure du sens pour les deux épistoliers. Le projet de l'espace Claude Chassagny tel que l'expose Georges Nsiba est conçu comme un carrefour de soins et de formation qui vise un processus de réconciliation du corps, de la parole, des apprentissages scolaires et de la culture professionnelle. Il répond à un triple souci clinique. Clinique du sujet, clinique éducative, clinique du rapport au savoir. Ces deux dispositifs mobilisent tant la clinique que la créativité. Ils illustrent ce que peut être un travail éducatif mené avec des enfants ou des adolescents en voie d'échec scolaire durable. À partir d'une analyse réflexive de leurs pratiques, ces professionnels nous enseignent que la cause des enfants ne peut être sacrifiée à des préoccupations sécuritaires intéressées. Un Emito von Doderer, Un meurtre que tout le monde commet, 1938, édition. Rivage Wash, 1990. 2 Merleau-Ponty à la Sorbonne, résumé de cours, 1949 à 1952, édition. Sinara, 1988, réédition du bulletin de psychologie de novembre 1964. Chapitre 1 Conditions d'enfance. Qu'est-ce qu'un enfant? Par Jean-Claude Cantel. Professeur de sciences du langage à l'Université Rennes 2, psychologue clinicien, la Laboratoire d'anthropologie et de sociologie, EA 2241. Se proposer de répondre à la question « Qu'est-ce qu'un enfant ?» pour apparaître bien ambitieux, voire présomptueux,
d'autant que l'argumentation se réduira ici à quelques pages. Pourtant, il est à nouveau légitime de se poser une telle question. Bien des auteurs ont tenté d'y répondre au cours du XXe siècle et pour y parvenir, les plus importants d'entre eux ont élaboré un système théorique complet. À l'aube de ce nouveau siècle, il n'existe plus de modèle explicatif général de l'enfant. Les auteurs du siècle précédent ne constituent plus pour les chercheurs actuels une référence, à l'exception d'un voire de deux d'entre eux, qui n'en sont d'ailleurs pas les plus représentatifs. Nous assistons à une forme de pulvérisation des travaux, sans référence à un schéma d'appréhension générale. La question « qu'est-ce qu'un enfant ?» mérite donc d'être à nouveau posée. C'est même là une nécessité, bien que la réponse apportée ne puisse effectivement plus être celle fournie par les pionniers de la psychologie de l'enfant et ceux qui s'en sont inspirés. Nous ne pourrons toutefois proposer, dans ce court texte, qu'une vue d'ensemble qui s'appuiera sur des démonstrations faites dans des travaux antérieurs. 1. Le contexte actuel des travaux sur l'enfant. Depuis une trentaine d'années, les transformations ont été considérables dans le champ de la recherche sur l'enfant. Auparavant, il n'existait qu'une seule approche de l'enfant, à l'exception toutefois de la psychanalyse. Elle faisait appel à la notion de développement ou de genèse. Un auteur la représente plus particulièrement, Jean Piaget. Il n'est cependant pas le seul. Henri Wallon produit ainsi une œuvre aussi importante, mais moins connue. On peut résumer les caractéristiques de l'approche de la psychologie dite génétique de la manière suivante. Elle constitue un héritage direct de l'évolutionnisme du XIXe siècle. Celui-ci conduit à traiter tout problème en termes d'évolution, et à remonter à ses origines pour en fournir une explication. Il en va de même pour l'homme, envisagé non seulement sous l'angle de sa biologie, mais encore sous celui de son psychisme. L'enfant devient à cet égard un objet particulièrement intéressant pour le chercheur puisqu'il présentifie l'origine et offre, par son développement, un témoignage directement observable de la genèse de l'homme. La méthode à laquelle se réfère cette psychologie est donc exclusivement génétique. L'approche génétique devient, ainsi que le soulignera Wallon, comme une manière naturelle de penser l'enfant. La notion centrale dans une telle approche de l'enfant est très logiquement celle de stade, ou d'étape de développement. Elle est empruntée directement au modèle des sciences de la nature, à travers la géologie et surtout l'embryologie. Ainsi, Piaget résume son entreprise en la qualifiant d'embryogenèse de la raison. On parle également d'épigenèse à propos de l'enfant. On soulignera le fait que la notion de stade vaut pour des domaines divers. On fait appel à un seul processus, le développement, qui s'exerce toutefois dans des registres différents de la vie psychique, la question étant alors de savoir ce qui spécifie chacun d'eux. Dès lors qu'il ne s'agit que d'évolution et de stade de développement, la raison est clairement identifiable, dans un tel modèle explicatif, à l'adulte et exclusivement à lui. Tout le développement de l'enfant tend vers ce but ultime, qu'est l'état de maturité achevé. Il en résulte une vision nécessairement négative de l'enfant, quelles que soient les analyses produites par les différents auteurs. On lui reconnaît un fonctionnement propre, mais il est aussitôt relativisé, et en dernier lieu annulé par le rapprochement avec les productions adultes. En clair, cette approche traduit un indépassable adultocentrisme. On ne sait pas faire autrement que de comparer l'enfant à l'adulte d'eux. Par rapport à cette vision de l'enfant, l'approche cognitiviste qui prévaut chez nous à partir des années 1980 semble constituer une réelle rupture. Le cognitivisme forme un mouvement très large, protéiforme, qui trouve son fondement dans le développement de l'informatique et du traitement formel de l'information. Il se donne pour objectif de décrire et d'expliquer les principales dispositions et capacités de l'esprit humain, en recourant aux méthodes qui ont fait leurs preuves dans les sciences de la nature. Cette approche révolutionne l'étude de l'enfant. Elle conduit notamment à insister sur l'importance des dispositions innées de l'homme, donc de l'enfant, et donne un coup d'arrêt brutal à l'empirisme qui prévalait à son sujet depuis 2 siècles. Le cognitivisme est une approche qui se veut scientifique, et qui l'est en ce sens où elle reprend la démarche des sciences de la nature. Toutefois, elle ne prend pas en compte la spécificité de l'objet auquel elle vient se confronter. Elle constitue de ce point de vue un réductionnisme et donc une forme de scientisme. L'enjeu de l'humain, saisi dans ce qui le spécifie, se trouve foncièrement occulté,
alors que les sciences humaines se sont donné comme objectif de le prendre en compte et d'en fournir une explication. Ces sciences sont précisément nées du fait que les propriétés spécifiques de l'humain échappent à la juridiction des sciences de la nature 3. Concernant l'enfant, le cognitivisme a, quoi qu'il en soit, constitué une réaction salutaire par rapport à l'approche exclusivement génétique. Pourtant, il fait souvent coexister une pensée innéiste et une pensée développementale classique, sans que soit saisi l'hiatus auquel cette coexistence aboutit. La neuropsychologie a par exemple remis totalement en honneur la notion de développement et elle emprunte fidèlement au schéma génétique des décennies précédentes. Or, ce qui donne lieu à développement, ce n'est pas l'enfant, mais le petit. L'enfant, au sens strict, est une notion qui échappe aux lois de la physiologie et de la biologie dans la mesure où elle relève d'un autre registre, spécifiquement culturel. La psychanalyse l'a depuis longtemps compris et affirme que si celui qu'on appelle communément un enfant participe évidemment des lois du développement, ce qui le spécifie comme tel oblige à prendre en compte d'autres lois, proprement humaines celles-là. Cette autre approche fait notamment remarquer depuis son origine que le désir de l'homme répond à un déterminisme spécifique et surtout que de ce point de vue l'enfant ne se particularise aucunement de l'adulte. 2. Une approche déconstruite de l'enfant. L'approche que nous allons emprunter dans ce travail est celle de la théorie de la médiation. Ce modèle anthropologique créé par Jean Gagnepin IV renouvelle totalement l'étude de l'enfant et permet surtout de dépasser les contradictions dans lesquelles la pensée contemporaine se trouve prise, notamment lorsqu'elle essaie de rendre compte du statut de cet enfant. Épistémologiquement, cette théorie est proche de la psychanalyse en ce qu'elle prend une position similaire par rapport à la problématique de l'enfant. Elle le considère, au même titre qu'elle, comme réalité proprement humaine. Elle va ainsi montrer qu'il participe de la raison, terme à travers lequel les philosophes ont cherché à rendre compte du fonctionnement spécifique de l'homme par rapport aux autres organismes vivants, mais dépassant en cela la psychanalyse, elle ne va pas s'arrêter à la seule problématique du désir. Le modèle de la médiation va notamment rendre compte du fonctionnement spécifiquement humain de l'enfant dans le registre cognitif, transposant en quelque sorte l'approche de la psychanalyse à cet autre registre du psychisme. La thèse essentielle de la théorie de la médiation est la suivante: la raison ou la rationalité n'est pas une, contrairement à ce qui se trouve communément prétendu. Elle éclate en 4 registres, elle se diffracte selon 4 plans du psychisme. Ces registres ou ces plans, ordinairement impliqués de manière indissociable dans tout phénomène humain, se révèlent cliniquement autonomisables. La pathologie oblige à les distinguer dans la mesure où elle montre que l'un d'eux peut être affecté dans son fonctionnement sans que les autres le soient, du moins en leur principe. Et cette déconstruction de la rationalité vaut aussi bien pour l'enfant que pour l'adulte. Celui qu'on appelle communément un enfant est, tout comme l'adulte, un être d'une grande complexité. En lui opèrent des processus de nature différente. Expliquer revient précisément à analyser, c'est-à-dire à dissocier ces processus qui sont en temps normal imbriqués. Et il apparaît que d'un certain point de vue, celui qu'on désigne du terme d'enfant fonctionne exactement comme l'adulte, et ce, dans 3 registres différents de la rationalité. Mais d'un autre point de vue, dans un autre registre de la rationalité, il se particularise dans son fonctionnement. C'est dès lors à cette dimension qui le spécifie par rapport à l'adulte qu'il faut, en toute rigueur conceptuelle, réserver le terme d'enfant. Cette façon de voir conduit par conséquent à affirmer qu'il reste bien de l'enfant quelque part, et elle n'est pas sans effet sur le statut qui peut lui être socialement accordé. Travaillons d'abord le premier point de vue. Le deuxième sera pris en compte dans la dernière partie. Considérons le domaine de la logique et partons de l'exemple de la faute de langage de l'enfant. Elle témoigne indéniablement d'un fonctionnement logique, lorsqu'elle se manifeste sous la forme de ce que le linguiste Ferdinand de Saussure a appelé la 4e proportionnelle. Ainsi, quand l'enfant offre un prendu ou un apprendu, au lieu d'un prix ou d'un appris, il montre qu'il n'imite pas et qu'il applique un système de règles dont il dispose de manière implicite. Il régularise, dit-on d'ailleurs. Il produit une analogie morphologique. Ce fonctionnement de l'enfant est connu depuis plus d'1 siècle. On n'en a toutefois pas tiré toutes les conséquences, car ce qui constitue de la part de l'enfant une véritable création se trouve aussitôt contrebalancé et bien vite annulé par la dimension effective elle aussi,
de non-conformité à l'usage de la production. Il s'agit précisément de distinguer ici deux registres, celui de la logique que la réalisation met en évidence et celui du rapport à l'usage qui relève d'une autre explication, d'un autre déterminisme. L'enfant, à travers ses fautes, montre qu'il introduit des rapports logiques, rapports abstraits en leur principe, ceux-là même qui sont nécessités dans les épreuves logiques dites non-verbales proposées par ailleurs, au demeurant à l'enfant aussi bien qu'à l'adulte. Bref, on doit en conclure qu'il est bien une raison à la faute de l'enfant et que cette raison est logique. Surtout, on doit admettre qu'elle est en son principe la même raison que celle que l'adulte met en œuvre, à la condition toutefois de ne pas confondre le fonctionnement logique en lui-même avec l'exploitation particulière qui en est faite, et encore moins avec la conscience toujours relative qu'on peut en prendre. En d'autres termes, il faut distinguer ce fonctionnement de la plus ou moins grande conformité, mesurée à l'aune de l'adulte, de la réalisation à laquelle il conduit 5. Il n'est donc rien qui, de ce point de vue strictement logique, spécifie le fonctionnement de l'enfant. Et c'est dans la mesure où les deux registres dégagés ci-dessus ont toujours été mêlés, telle est l'essence même de la démarche adultocentrique, que l'enfant s'est vu refuser tout fonctionnement logique avant un âge particulièrement avancé. Il ne pouvait faire preuve que d'opérations concrètes, et ce n'est pas avant l'âge de 12 ans pour Piaget qu'il se montrait capable d'opérations formelles. Ce principe logique d'analyse dont l'enfant dispose ne s'apprend pas, il est au sens strict inné. Toutefois, la capacité qu'il fonde a besoin de s'exercer. Ce qui donc s'apprend, c'est l'usage qui peut en être fait dans une situation précise, à travers une relation toujours particulière, en d'autres termes une histoire. Il est donc hors de question d'évacuer la dimension de l'apprentissage. Pour autant, tout ne s'apprend pas, car tout ne nous vient pas de l'expérience, contrairement à ce qu'une position empiriste soutenait. Nous rejoignons sur ce point le cognitivisme. Cependant, cette capacité, pour innée qu'elle soit, n'en est pas moins culturelle, dans la mesure où elle est propre à l'homme et où elle spécifie son fonctionnement par rapport aux autres espèces vivantes. Et encore une fois, l'enfant en témoigne de très bonne heure au même titre que l'adulte, de telle sorte que de ce point de vue, rien ne vient distinguer son fonctionnement. La théorie de la médiation permet, du fait de la diffraction de la rationalité qu'elle propose, d'aller bien au-delà de cette première conclusion. Elle montre de la même façon que l'enfant met en œuvre de très bonne heure un principe d'analyse technique. On ne peut le saisir que si l'on a également bien distingué le fonctionnement technique en lui-même, de la conformité plus ou moins satisfaisante, aux yeux de l'adulte, de la réalisation à laquelle l'enfant parvient. Le dessin est à cet égard un exemple intéressant, si on le considère sous l'angle de la production technique qu'il suppose, sachant qu'il ne se réduit pas à cet aspect, et si on ne s'arrête pas à une maladresse mise sur le seul compte du développement de sa motricité. L'enfant montre certes qu'il a à apprendre des usages qu'il ne possède pas encore, qu'il doit en fin de compte s'entraîner, mais il témoigne en même temps du fait qu'il dispose très tôt, sans l'avoir appris, un modèle implicite de réalisation qui confère une cohérence à son graphisme, quelle que soit sa motricité. Ces idéogrammes, son géométrisme, ou encore ces schémas, évoqués par les différents observateurs, sont à comprendre comme le produit d'une analyse technique sous-jacente 6. Pour se persuader, au-delà du dessin, de l'existence de cette capacité technique en l'enfant, il faut en même temps être parvenu à s'affranchir d'un jugement de valeur très prégnant qui conduit à voir ces productions comme nécessairement naïves et dénuées de tout intérêt. Lorsque l'enfant joue avec des Legos ou avec des Kapla, il s'investit de fait dans des activités que l'adulte ne peut guère s'autoriser à prendre à son compte, sauf s'il accepte de laisser s'exprimer la dimension d'enfant qui perdure en lui. Les manipulations auxquelles il se livre n'en supposent pas moins un fonctionnement technique, identique en son principe à celui que l'adulte mettra en œuvre dans des activités qui ne lui paraîtront pas relever du futile. De la même manière encore, on pourra faire apparaître que l'enfant est très tôt capable d'un fonctionnement éthique, au sens où ses actes, ses propos ou ses sentiments sont rapportés par lui à un principe d'analyse implicite qui leur confère un sens, en l'occurrence une intention qui n'a rien d'aléatoire. En d'autres termes, l'enfant est moral parce qu'il dispose d'une capacité qu'il n'a pas apprise, mais qui va, à l'instar des capacités précédentes, devoir s'exercer à chaque fois dans un cadre précis. L'existence de ce principe échappe la plupart du temps à l'adulte, non seulement du fait de son adultocentrisme, qui le fait exiger de l'enfant de produire une vérité qui est d'abord la sienne,
mais parce qu'il lui semble qu'il n'est de comportement moral possible que par l'imposition d'une contrainte sociale externe. En bref, l'homme et donc l'enfant serait moral parce que soumis d'emblée au social et à ses exigences. Une telle façon de voir empêche de comprendre que l'enfant ne peut saisir comme éthique un comportement, quel qu'il soit, et notamment une intervention de l'adulte à son égard, que s'il est capable de le poser comme tel, contrairement aux autres êtres vivants qui ne s'en tiendront qu'à la crainte des représailles qu'ils encourent. L'enfant a affaire d'emblée à sa conscience, mais elle n'existe jamais qu'à titre de capacité qui doit constamment être mise à l'épreuve de situation. Cette capacité éthique de l'enfant est celle-là même qui conduit le psychanalyste à soutenir qu'il connaît le refoulement ou le manque, et qu'il peut donc, de ce point de vue, faire un travail de type psychanalytique et se montrer réceptif à la dimension de l'interprétation. C'est ainsi que la psychanalyse reconnaît depuis longtemps, contre toute la pensée génétique, que l'enfant fonctionne très exactement comme un adulte en ce qui concerne la structuration de son désir. Il dispose d'une raison éthique équivalente en son principe à celle de l'adulte. On la lui reconnaît au demeurant de plus en plus lorsqu'on lui accorde ce droit d'expression dont on fait aujourd'hui grand cas, même si on confère à tort, nous allons y venir, à sa parole une portée sociale qu'elle n'a pas. Il est certain, quoi qu'il en soit, que l'enfant connaît la souffrance, et pas seulement la douleur physique, comme d'ailleurs la culpabilité, et qu'il doit sur ce point pouvoir être entendu. Il n'est cependant de souffrance et d'expression en général qu'à la mesure des limitations et des exigences internes qu'une analyse éthique introduit, même s'il est clair que la façon dont elles vont se traduire chez le jeune enfant n'est à première vue, guère comparable à ce qui se donne à voir chez l'adulte. Dans ce domaine, comme dans les précédents, l'enfant ne peut évidemment faire preuve de l'expérience que l'adulte a accumulée au fil du temps. 3. Le statut particulier de l'enfant. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.